Mon cher Marc, je suis descendue ce matin chez mon médecin Hermogène qui vient de rentrer à la villa après un assez long voyage en Asie. L'examen devait se faire à jeun. Nous avions pris rendez-vous pour les premières heures de la matinée. Je me suis couchée sur un lit après m'être dépouillée de mon manteau et de ma tunique. Je t'épargne des détails qui te seraient aussi désagréables qu'à moi-même et la description du corps d'un homme qui avance en âge et s'apprête à mourir d'une hydropisie du cœur. Disons seulement que j'ai toussé, respiré et retenu mon souffle selon les indications d'Hermogène, alarmé malgré lui par les progrès si rapides du mal et prêt à en rejeter le blâme sur le jeune Iollas qui m'a soigné en son absence. Il est difficile de rester empereur en présence d'un médecin et difficile aussi de garder sa qualité d'homme. L'œil du praticien ne voyait en moi qu'un monceau d'humeur, triste amalgame de lymphe et de sang. Ce matin, l'idée m'est venue pour la première fois que mon corps, ce fidèle compagnon, cet ami plus sûr, mieux connu de moi que mon âme, n'est qu'un monstre sournois qui finira par dévorer son maître. Paix. J'aime mon corps. Il m'a bien servi et de toutes les façons, et je ne lui marchande pas les soins nécessaires. Mais je ne compte plus, comme Hermogène prétend encore le faire, sur les vertus merveilleuses des plantes, le dosage exact de sels minéraux qu'il est allé chercher en Orient. Cet homme, pourtant si fin, m'a débité de vagues formules de réconfort, trop banales pour tromper personne. Il sait combien je hais ce genre d'imposture. Mais on n'a pas impunément exercé la médecine pendant plus de 30 ans. Je pardonne à ce bon serviteur cette tentative pour me cacher ma mort. Hermogène est savant, il est même sage. Sa probité est bien supérieure à celle d'un vulgaire médecin de cour. J'aurais pour lot d'être le plus soigné des malades. Mais nul ne peut dépasser les limites prescrites. Mes jambes enflées ne me soutiennent plus pendant les longues cérémonies romaines. Je suffoque, et j'ai 60 ans. Ne t'y trompe pas, je ne suis pas encore assez faible pour céder aux imaginations de la peur, presque aussi absurde que celle de l'espérance, et assurément beaucoup plus pénible. S'il fallait m'abuser, j'aimerais mieux que ce fût dans le sens de la confiance. Je n'y perdrais pas plus et j'en souffrirais moins. Ce terme si voisin n'est pas nécessairement immédiat. Je me couche encore chaque nuit, avec l'espoir d'atteindre au matin. À l'intérieur des limites infranchissables dont je parlais tout à l'heure, je puis défendre ma position, pied à pied, et même regagner quelques pouces du terrain perdu. Je n'en suis pas moins arrivé à l'âge où la vie, pour chaque homme, est une défaite acceptée. Dire que mes jours sont comptés ne signifie rien. Il en fut toujours ainsi et il en est ainsi pour nous tous. Mais l'incertitude du lieu, du temps et du mode qui nous empêche de bien distinguer ce but vers lequel nous avançons sans trêve diminue pour moi à mesure que progresse ma maladie mortelle. Le premier venu peut mourir tout à l'heure, mais le malade sait qu'il ne vivra plus dans 10 ans. Ma marge d'hésitation ne s'étend plus sur des années, mais sur des mois. Mes chances de finir d'un coup de poignard au cœur ou d'une chute de cheval deviennent des plus minimes. La peste paraît improbable, la lèpre ou le cancer semblent définitivement distancés. Je ne cours plus le risque de tomber aux frontières frappé d'une hache calédonienne ou transpercé d'une flèche parthe. Les tempêtes n'ont pas su profiter des occasions offertes, et le sorcier qui m'a prédit que je ne me noierais pas semble avoir eu raison. Je mourrai à Tibur, à Rome ou à Naples, tout au plus, et une crise d'étouffement se chargera de la besogne. Serais-je emporté par la 10e crise ou par la 100e ? Toute la question est là. Comme le voyageur qui navigue entre les îles de l'archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence à apercevoir le profil de ma mort. Déjà, certaines portions de ma vie ressemblent aux salles dégarnies d'un palais trop vaste qu'un propriétaire appauvri renonce à occuper tout entier. Je ne chasse plus. S'il n'y avait que moi pour les déranger dans leurs ruminements et leurs jeux, les chevreuils des monts d'Étrurie seraient bien tranquilles. J'ai toujours entretenu avec la Diane des forêts les rapports changeants et passionnés d'un homme avec l'objet aimé. Adolescent, la chasse au sanglier m'a offert mes premières chances de rencontre avec le commandement et le danger. Je m'y livrais avec fureur. Mes excès dans ce genre me firent réprimander par Trajan. La curée dans une clairière d'Espagne a été ma plus ancienne expérience de la mort, du courage, de la pitié pour les créatures et du plaisir tragique de les voir souffrir. Homme fait,
La chasse me délassait de tant de luttes secrètes avec des adversaires tour à tour trop fins ou trop obtus, trop faibles ou trop forts pour moi. Ce juste combat entre l'intelligence humaine et la sagacité des bêtes fauves semblait étrangement propre comparé aux embûches des hommes. Empereur, mes chasses en Toscane m'ont servi à juger du courage ou des ressources des grands fonctionnaires. J'y ai éliminé ou choisi plus d'un homme d'État. Plus tard, en Bithynie, en Cappadoce, je fis des grandes battues, un prétexte de fête, un triomphe automnal dans les bois d'Asie. Mais le compagnon de mes dernières chasses est mort jeune, et mon goût pour ces plaisirs violents a beaucoup baissé depuis son départ. Même ici, à Tibur, l'ébrouement soudain d'un cerf sous les feuilles suffit pourtant à faire tressaillir en moi un instinct plus ancien que tous les autres, et par la grâce duquel je me sens guépard aussi bien qu'empereur. Qui sait, peut-être n'ai-je été si économe de sang humain que parce que j'ai tant versé celui des bêtes fauves, que parfois secrètement je préférais aux hommes. Quoi qu'il en soit, l'image des fauves me hante davantage, et j'ai peine à ne pas me laisser aller à d'interminables histoires de chasse qui mettraient à l'épreuve la patience de mes invités du soir. Certes, le souvenir du jour de mon adoption a du charme, mais celui des lions tués en Mauritanie n'est pas mal non plus. Le renoncement au cheval est un sacrifice plus pénible encore. Un fauve n'est qu'un adversaire, mais un cheval était un ami. Si on m'avait laissé le choix de ma condition, j'eusse opté pour celle de centaure. Entre Boristen et moi, les rapports étaient d'une netteté mathématique. Il m'obéissait comme à son cerveau et non comme à son maître. Ai-je jamais obtenu qu'un homme en fît autant ? Une autorité si totale comporte, comme tout autre, ses risques d'erreur pour l'homme qui l'exerce. Mais le plaisir de tenter l'impossible, en fait de saut d'obstacle, était trop grand pour regretter une épaule démise ou une côte rompue. Mon cheval remplaçait les 1000 notions approchées du titre, de la fonction, du nom qui compliquent l'amitié humaine par la seule connaissance de mon juste poids d'homme. Il était de moitié dans mes élans. Il savait exactement, et mieux que moi peut-être, le point où ma volonté divorçait d'avec ma force. Mais je n'inflige plus au successeur de Boristen le fardeau d'un malade aux muscles amollis, trop faible pour se hisser de soi-même sur le dos d'une monture. Mon aide de camp, Célère, l'exerce en ce moment sur la route de Préneste. Toutes mes expériences passées avec la vitesse me permettent de partager le plaisir du cavalier et celui de la bête, d'évaluer les sensations de l'homme lancé à fond de train par un jour de soleil et de vent. Quand Célère saute de cheval, je reprends avec lui contact avec le sol. Il en va de même de la nage, j'y ai renoncé, mais je participe encore aux délices du nageur caressé par l'eau. Courir, même sur le plus bref des parcours, me serait aujourd'hui aussi impossible qu'à une lourde statue, un César de pierre. Mais je me souviens de mes courses d'enfants sur les collines sèches de l'Espagne, du jeu joué avec soi-même où l'on va jusqu'aux limites de l'essoufflement, sûr que le cœur parfait, les poumons intacts rétabliront l'équilibre. Et j'ai du moindre athlète s'entraînant à la course au long stade une entente que l'intelligence seule ne me donnerait pas. Ainsi, de chaque art pratiqué en son temps, je tire une connaissance qui me dédommage en partie des plaisirs perdus. J'ai cru, et dans mes bons moments je crois encore, qu'il serait possible de partager de la sorte l'existence de tous, et cette sympathie serait l'une des espèces les moins révocables de l'immortalité. Il y eut des moments où cette compréhension s'efforça de dépasser l'humain, alla du nageur à la vague. Mais là, rien d'exact ne me renseignant plus, j'entre dans le domaine des métamorphoses du songe. Trop manger est un vice romain, mais je fus sobre avec volupté. Hermogène n'a rien eu à modifier à mon régime, si ce n'est peut-être cette impatience qui me faisait dévorer n'importe où, à n'importe quelle heure, le 1er mai venu, comme pour en finir d'un seul coup avec les exigences de ma faim. Et il va de soi qu'un homme riche qui n'a jamais connu que le dénuement volontaire ou n'en a fait l'expérience qu'à titre provisoire, comme de l'un des incidents plus ou moins excitants de la guerre et du voyage, aurait mauvaise grâce à se vanter de ne pas se gorger. S'empiffrer à certains jours de fête a toujours été l'ambition, la joie et l'orgueil naturel des pauvres. J'aimais l'arôme de viande rôtie et le bruit de marmites raclées des réjouissances de l'armée, et que les banquets du camp, ou ce qui au camp était un banquet, fussent ce qu'ils devraient toujours être, un joyeux et grossier contrepoids aux privations des jours ouvrables. Je tolérais assez bien l'odeur de friture des places publiques au temps des Saturnales,
Mais les festins de Rome m'emplissaient de tant de répugnance et d'ennui que si j'ai quelquefois cru mourir au cours d'une exploration d'une expédition militaire, je me suis dit pour me réconforter qu'au moins je ne dînerais plus. Ne me fais pas l'injure de me prendre pour un vulgaire renonciateur. Une opération qui a lieu 2 ou 3 fois par jour et dont le but est d'alimenter la vie mérite assurément tous nos soins. Manger un fruit, c'est faire entrer en soi un bel objet, vivant, étranger, nourri et favorisé comme nous par la terre. C'est consommer un sacrifice où nous nous préférons aux choses. Je n'ai jamais mordu dans la miche de pain des casernes sans m'émerveiller que cette concoction lourde et grossière sût se changer en sang, en chaleur, peut-être en courage. Ah, pourquoi mon esprit dans ses meilleurs jours ne possède-t-il jamais qu'une partie des pouvoirs assimilateurs d'un corps ? C'est à Rome, durant les longs repas officiels, qu'il m'est arrivé de penser aux origines relativement récentes de notre luxe, à ce peuple de fermiers économes et de soldats frugaux, repus d'ail et d'orge, subitement vautrés par la conquête dans les cuisines de l'Asie, engloutissant ces nourritures compliquées avec une rusticité de paysans pris de fringales. Nos Romains s'étouffent d'ortolans, s'inondent de sauces et s'empoisonnent d'épices. Un Apicius s'enorgueillit de la succession des services de cette série de plats aigres ou doux, lourds ou subtils qui composent la belle ordonnance de ses banquets. Passe encore si chacun de ces mets était servi à part, assimilé à jeun, doctement dégusté par un gourmet aux papilles intactes. Présentés pêle-mêle au sein d'une profusion banale et journalière, ils forment dans le palais et dans l'estomac de l'homme qui mange une confusion détestable, où les odeurs, les saveurs, les substances perdent leur valeur propre et leur ravissante identité. Ce pauvre Lucius s'amusait jadis à me confectionner des plats rares. Ces pâtés de faisan avec leur savant dosage de jambon et d'épices témoignaient d'un art aussi exact que celui du musicien et du peintre. Je regrettais pourtant la chair nette du bel oiseau. La Grèce s'y entendait mieux. Son vin résiné, son pain clouté de sésame, ses poissons retournés sur le grill au bord de la mer, noircis inégalement par le feu et assaisonnés çà et là du craquement d'un grain de sable, contentaient purement l'appétit, sans entourer de trop de complications la plus simple de nos joies. J'ai goûté, dans telle bouche d'Égine ou de Phalère, à des nourritures si fraîches qu'elles demeuraient divinement propres, en dépit des doigts sales du garçon de taverne, si modiques mais si suffisantes qu'elles semblaient contenir sous la forme la plus résumée possible quelque essence d'immortalité. La viande cuite au soir des chasses avait elle aussi cette qualité presque sacramentelle. Elle nous ramenait plus loin, aux origines sauvages des races. Le vin nous initiait au mystère volcanique du sol, aux richesses minérales cachées. Une coupe de Samos bue à midi en plein soleil ou au contraire absorbée par un soir d'hiver dans un état de fatigue qui permet de sentir immédiatement au creux du diaphragme son écoulement chaud, sa sûre et brûlante dispersion le long de nos artères, est une sensation presque sacrée, parfois trop forte pour une tête humaine. Je ne la retrouve plus si pure sortant des celliers numérotés de Rome, et le pédantisme des grands connaisseurs de cru m'impatiente. Plus pieusement encore, l'eau bue dans la paume ou à même la source fait couler en nous le sel le plus secret de la terre et la pluie du ciel. Mais l'eau elle-même est un délice dont le malade que je suis doit à présent n'user qu'avec sobriété. N'importe, même à l'agonie et mêlée à l'amertume des dernières potions, je m'efforcerai de goûter sa fraîche insipidité sur mes lèvres. J'ai expérimenté brièvement avec l'abstinence de viande aux écoles de philosophie, où il sied d'essayer une fois pour toutes chaque méthode de conduite. Plus tard, en Asie, j'ai vu des gymnosophistes indiens détourner la tête des agneaux fumants et des quartiers de gazelles servis sous la tente d'Osroès. Mais cette pratique à laquelle ta jeune austérité trouve du charme demande des soins plus compliqués que ceux de la gourmandise elle-même. Elle nous sépare trop du commun des hommes dans une fonction presque toujours publique, et à laquelle préside le plus souvent l'apparat ou l'amitié. J'aime mieux me nourrir toute ma vie d'oies grasses et de pintades que de me faire accuser par mes convives à chaque repas d'une ostentation d'ascétisme. Déjà ai-je eu quelque peine, à l'aide de fruits secs ou du contenu d'un verre lentement dégusté, à déguiser à mes invités que les pièces montées de mes chefs étaient pour eux plutôt que pour moi, ou que ma curiosité pour ces mets finissait avant la leur. Un prince manque ici de la latitude offerte aux philosophes. Il ne peut se permettre de différer sur trop de points à la fois, et les dieux savent que mes points de différence n'étaient déjà que trop nombreux, bien que je me flattasse que beaucoup fussent invisibles. Quant aux scrupules religieux du gymnosophiste, à son dégoût en présence des chairs ensanglantées,
J'en serais plus touchée s'il ne m'arrivait de me demander en quoi la souffrance de l'herbe qu'on coupe diffère essentiellement de celle des moutons qu'on égorge, et si notre horreur devant les bêtes assassinées ne tient pas surtout à ce que notre sensibilité appartient au même règne. Mais à certains moments de la vie, dans les périodes de jeûne rituel, par exemple, ou au cours des initiations religieuses, j'ai connu les avantages pour l'esprit et aussi les dangers des différentes formes de l'abstinence, ou même de l'inanition volontaire, de ces états proches du vertige où le corps, en partie délesté, entre dans un monde pour lequel il n'est pas fait et qui préfigure les froides légèretés de la mort. À d'autres moments, ces expériences m'ont permis de jouer avec l'idée du suicide progressif, du trépas par inanition qui fut celui de certains philosophes, espèce de débauche retournée où l'on va jusqu'à l'épuisement de la substance humaine. Mais il m'eût toujours déplu d'adhérer totalement à un système et je n'aurais pas voulu qu'un scrupule m'enlevât le droit de me gaver de charcuterie, si par hasard j'en avais envie, ou si cette nourriture était la seule facile.